cycle de conférences du vendredi, le cycle qui s'appelle Secrets de fabrique à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Donc nous accueillons aujourd'hui Cyril Bordier, qui est un de nos enseignants dans l'atelier de Monchy, et qui va donc nous présenter son travail sur Vaux-le-Vicomte, un travail qu'il a effectué sur une vingtaine d'années. Donc il a grandi à côté de Vaux-le-Vicomte, il a joué dans Vaux-le-Vicomte. Vaux-le-Vicomte, c'est donc un château, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, qui se trouve pas loin de Fontainebleau et qui retrouve un peu les mêmes architectes que Versailles, en fait. Le Vaux et pour les jardins le nôtre, donc une sorte de parenté. Et donc aujourd'hui, on va rentrer dans le détail donc de Vaux-le-Vicomte. Je pense que Cyril va nous montrer aussi bien les aspects constructifs, la conception générale, mais d'autre part des détails aussi qu'il a pu observer avec la chance qu'il a eue de pouvoir visiter en détail et aussi de redessiner une grande partie du bâtiment. Donc voilà, la parole est à toi, je te remercie. Merci, bonjour. Donc Vaux-le-Vicomte, je vais parler, je pense, pendant 50 minutes, et puis je vous laisserai 10 minutes pour les questions, 10 minutes, un quart d'heure. Donc voilà, Vaux-le-Vicomte est particulièrement la genèse de cet édifice, de ce domaine. Vaux-le-Vicomte, c'est, je pense, un des bâtiments les plus symboliques du XVIIe siècle et que l'on appelle également le Grand Siècle. Et le Grand Siècle a toujours été personnalisé par Louis XIV et son Versailles. Mais finalement, si on observe d'un petit peu de plus près, on s'aperçoit, et là je suis obligé de faire une toute petite parenthèse historique et non pas architecturale pour recréer le contexte, que finalement ce XVIIe siècle, ce grand siècle a été traversé par 3 règnes, Henri IV, Louis XIII puis Louis XIV, et que entre chacun de ces rois, il y a eu des régences. Et finalement, ces régences ont été extrêmement fructueuses, en tout cas en termes d'urbanisme et d'architecture. Une grande partie de Paris, la place des Vosges, qui s'appelait la place Royale, le développement de l'île Saint-Louis, le pont Neuf et la rue Dauphine ont été édifiés sous l'œuvre d'Henri IV et son surintendant des finances, Sully, qui se joindra à Marie de Médicis pour la Régence. Puis ensuite viendra Louis XIII, qui montera sur le trône et qui s'entourera de Richelieu. Hein, on le voit, c'est comme ça qu'il faut que je fasse, voilà, Richelieu. Et à la fin de sa vie, il s'entourera de Mazarin, qui lui, à son tour, assurera la régence à la mort de Louis XIII jusqu'à la majorité de Louis XIV. Et vous voyez que finalement, Louis XIV ne montre sur le trône qu'en 1661. Et finalement, on parle d'un style Louis XIV, le grand siècle, mais ça ne représente que 40 années de ce siècle. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, la période qui concerne Vaux-le-Vicomte, c'est 20 ans, de 1641 à 1661, c'est-à-dire au moment où Vaux est quasiment achevé, Louis XIV monte sur le trône. On aura peut-être l'occasion de parler de cet événement, puisque ça s'est fait de façon assez brutale. En tout cas, il faut remarquer que l'entreprise de Vaux-le-Vicomte se situe à une période où le roi est un enfant, et que on a beaucoup parlé de la jalousie et que la place et l'ombre qu'avait pu faire Fouquet par rapport au roi, mais je crois que c'est un petit peu injuste dans la mesure où le roi n'a que 22 ans lorsqu'il monte sur le trône et que Vaux-le-Vicomte est entièrement achevé. Voilà. Bon. Passer un peu plus loin. Et donc je pense que, comme j'ai illustré de cette façon le roi et son Versailles, je pense qu'on peut aussi illustrer le grand siècle par ce personnage Nicolas Fouquet, le domaine qu'il va mettre en œuvre, un domaine totalement nouveau dans sa conception, et il est entouré de 3 personnages qui, eux, sont déjà connus, mais qui seront cette fois-ci mondialement connus. Vous les reconnaissez peut-être, André Le Nôtre, Louis Le Vau et Charles Lebrun. Ils se connaissent tous, ils ont travaillé ensemble depuis de nombreuses années, ce ne sont pas des débutants. Je précise ça parce que
aujourd'hui encore, beaucoup d'ouvrages colportent des mythes, ou en tout cas une simplification de l'histoire. La première étant que Vaux-le-Vicomte est entièrement faite en 5 ans, ce qui est une absurdité absolue, et on va voir pourquoi. Que la deuxième est que le nôtre faisait, je vais simplifier, parler un peu vulgairement, faisait des pâtés de sable et replantait les fleurs aux Tuileries, jusqu'à ce que tout d'un coup, à 40 ans, on lui demande de créer un jardin pour Nicolas Fouquet, et ça va devenir le jardin à la française. Et Charles Lebrun, on n'en a pas trop parlé, mais on aura l'occasion. Alors c'est totalement faux. D'abord, tous ces personnages sont déjà au service de la cour à Paris, et dans les autres résidences royales. Alors il faut savoir que finalement à cette époque, il n'y a pas encore Versailles. Bien évidemment, Versailles n'est qu'un petit relais de chasse pour Louis XIII. Et la cour siège soit à Paris, mais c'est une ville dangereuse, et plutôt à Saint-Germain-en-Laye pour les mois d'hiver. Et l'été, la cour est itinérante, elle se déplace à Fontainebleau. Dans le milieu des années 50, 1650, elle aura aussi l'occasion de s'installer à Vincennes, notamment parce que c'est Mazarin qui choisit cette résidence où il siège avec la reine-mère et Louis XIV qui est encore mineur. Finalement, Vaux-le-Vicomte va s'avérer stratégiquement et géographiquement extrêmement bien placé puisqu'il est sur la route qui relie les résidences royales de Paris, Vincennes, Saint-Germain à celle de Fontainebleau où la cour passe la plupart de l'été, même davantage. Et donc, c'est une étape de choix. Et évidemment, lorsqu'il s'agira de concevoir les aménagements, ce point précis sera évidemment à l'esprit de chacun. Alors, Vaux-le-Vicomte, c'est un domaine qui finalement a été acheté par le père de Nicolas Fouquet, François Fouquet, qui était le bras droit de Richelieu à la période dans les années 1610-1620, où finalement la France se rend compte qu'elle est très en retard par rapport à la Hollande, qui est la première puissance européenne de l'époque, et notamment en termes de marine marchande et de comptoir. Et donc Richelieu nomme François Fouquet pour développer la marine marchande et les comptoirs à l'étranger. Donc la France va acquérir le Sénégal, les Antilles et même une partie du Canada. La charge que François Fouquet cette charge est concédée à son fils de son vivant avec l'approbation de Richelieu malgré le très jeune âge de Nicolas Fouquet. Et dès ce moment-là, on se rend compte, et tout l'entourage se rend compte qu'on a affaire à un jeune homme extrêmement talentueux dans les affaires et qui s'avérera être le pilier absolu de la finance jusqu'au coup d'État. On peut parler d'un coup d'État de Louis XIV qui décide à la mort de Mazarin de prendre entièrement les affaires en main. Il n'empêche que donc Nicolas Fouquet, peu à peu, s'avérera l'homme incontournable pour la finance de la France, en tout cas de la couronne. Donc, il faut quand même garder à l'esprit et surtout pas essayer d'analyser ce principe avec notre esprit du XXe siècle, mais comprendre que un domaine, en tout cas tous les grands banquiers, tous les grands hommes d'État avaient compris très bien que le signe extérieur de leur richesse et de leur succès dans les affaires passerait par l'architecture. Ça serait notre rêve aujourd'hui parce que ça nous donnerait certainement plus de motivation. Mais en tout cas, lorsque la finance n'était pas au beau fixe, évidemment, le système était d'un système de bailleurs de fonds, c'est-à-dire qu'il fallait trouver et convaincre des banquiers étrangers ou français de prêter de l'argent pour faire tourner la finance, payer les guerres, parce que c'est uniquement en payant bien les soldats que l'on pouvait espérer la victoire. Et finalement, la politique financière de Richelieu avait été extrêmement sévère et il était devenu absolument impossible d'augmenter les impôts. Il fallait donc trouver des stratégies. Et
il faut comprendre que Vaux-le-Vicomte va jouer un rôle dans cette stratégie dans la mesure où il est censé afficher la bonne santé financière, en tout cas de son ministre. Et ça va marcher. Et lorsque Fouquet va faire construire son domaine, la première chose qu'il va faire, c'est évidemment commencer par des jardins. Et avant même que les premières pierres du logis ne soient assemblées, les jardins étaient ouverts. Peut-être à un public restreint, mais en tout cas, ils étaient ouverts pour que l'on en parle. Il a également engagé un graveur, un dessinateur qui s'appelle Israël Sylvestre, et dont le rôle était de promouvoir partout à travers le royaume et même au-delà la beauté du site, et finalement de montrer à travers ce chef-d'œuvre à quel point finalement le ministre des Finances est dans une situation prospère. Et ça, c'était très important pour l'époque. Aujourd'hui, on trouve ça totalement aberrant que tous ces personnages se soient ruinés. Mais lorsque l'on voit sur cette carte l'ensemble des châteaux qui ont été élevés dans la première moitié du XVIIe siècle, là, il doit y en avoir 35 ou 38. En fait, il y en avait 52, 53. Mais on se rend compte que tous ces noms sonnent à l'oreille comme évidemment des domaines qui sont pas négligeables. Et pourtant, Vaux-le-Vicomte n'était pas une folie isolée d'un commanditaire mégalomane, pas du tout. Même Richelieu avait fait faire une ville entière à son nom. Mazarin également avait fait construire. Personne ne s'est offusqué à cette période. Il se trouve que Fouquet aura un autre sort. Voilà, donc voilà le site tel qu'il était, en tout cas au moment où François Fouquet meurt et donc son fils Nicolas en hérite. Il y avait donc un petit château, selon les descriptions, qui était en fond de vallon, entouré de douves en eau vive, donc il n'y avait pas 36 emplacements. Et donc, en faisant quelques petites recherches, on retrouve un pigeonnier et des vieilles pierres. Et en fait, ce petit village que j'ai illustré en haut se trouve ici. Voilà. Mais le nom de Vaux vient, en fait, c'est le pluriel de Val, de deux vallons. Et les deux vallons, donc, l'un, Lanqueuil, qui suit au moment où il pénètre dans les terres de Fouquet une direction quasi rectiligne est-ouest, alors que ce petit le rue Bobet, lui, s'écoule en méandre, voilà, d'une orientation nord-est-sud-ouest. J'ai mis en pointillé le futur découpage, la future trame du projet, et ce qui est absolument stupéfiant, c'est de se rendre compte que finalement, les courbes de niveau ne sont pas du tout dans le sens de ce qui va être édifié, et ça, je pense que ça a échappé à beaucoup d'historiens et d'études, c'est de se rendre compte la sensibilité qu'ont eu ces terrassiers ou ces architectes pour décider que finalement, on ne prendrait pas la pente dans sa ligne de plus grande pente, mais en biais. Par contre, il y a une chose extrêmement importante, c'est que la rivière et cet axe est-ouest de Lanqueuil sera préservé. Alors, j'ai retrouvé une vieille carte géologique du 19e et je l'ai décalquée et appliquée sur le plan du domaine, et on voit très très bien, enfin, que finalement tout ce qui va être édifié va être décidé d'une façon assez rigoureuse sur le biais de la pente, et que le canal, lui, le grand canal, reprendra la direction et le fond de vallon de cette rivière naturelle et tous les aménagements sur ce coteau un peu plus raide. Alors là, il est en 3D et voilà ce que les premières... Finalement, c'est ça la grande force de Vaux-le-Vicomte, c'est à partir d'un axe naturel qui est la rivière de Lanqueuil, on va dresser une perpendiculaire, peu importe le sens de la pente. Alors, peu importe le sens de la pente, c'est pas tout à fait vrai, c'est qu'on va domestiquer complètement ces systèmes de pente par des principes de terrasse. Et mais on va voir ça après, parce que là aussi, donc, dire que tout a été fait en 5 ans, c'est une ineptie totale, et notamment les jardins, on le sait très bien, prenaient énormément de temps. Une petite parenthèse,
Peut-être certains d'entre vous connaissent les jardins de Bataille, qui ont été entièrement créés par Garcia, très inspiré par Vaux-le-Vicomte, et ça a pris également 23 ans, alors qu'il y a des très gros bulldozers aujourd'hui, et à cette époque, on avait des moyens beaucoup plus simples. On avait surtout une une étude très drastique et un aspect financier. On savait très bien que le déplacement des terres était ce qui allait coûter le plus cher, et donc ça était pris en compte dès l'élaboration du projet, et c'est ça qui est là aussi un point extrêmement époustouflant, c'est que la qualité de ce qui va être fait aura pris en compte le fait de déplacer presque à quelques mètres ces terres. Je m'explique un peu mieux. C'est-à-dire, on va aller un peu plus loin. Voilà. Mais non, c'est peut-être pas bien de changer le... On revient là. Excusez-moi. Donc, je reviens là-dessus. La première chose qu'on fait dès les premières acquisitions, parce qu'au début, évidemment, les terres qui formeront ce domaine que l'on voit sur ce plan en bas, qui est le plan de l'Institut, je vais vous en parler plus en détail dans quelques instants, eh bien, il a fallu acheter, échanger, regrouper une quantité de terres. Je crois que j'ai relevé 740 actes notariés pour l'ensemble du domaine et qui se sont écoulés sur 18 ans. Et donc, le plan qui est en bas est donc le plan de l'Institut. Il a été découvert par un chercheur américain, Hazelblight, en 1947, au hasard, et personne n'avait connaissance de ce plan. Et en fait, ce plan, on le dit de le nôtre, ce n'est pas totalement certain, mais en tout cas, il a une chose extraordinaire. D'abord, c'est probablement l'un des premiers plans masse. Deuxièmement, c'est un plan qui était dressé au fur et à mesure de l'avancement des projets, ce qui est très différent de ce que l'on fait habituellement. Et donc, il est d'une précision incroyable et il a servi pour des restaurations, même récentes, pour retrouver des emmarchements, pour repercer des grandes allées où la forêt avait repris ses droits. Et donc, ce document est essentiel pour l'étude de Vaux-le-Vicomte. Alors, j'ai fait un zoom, la petite partie à gauche, pour montrer que la première chose qui était entreprise, c'est la plantation d'une pépinière. Ce qui veut bien dire que même si on ne savait pas exactement ce qu'il allait être entrepris, je pense que si, il était convenu de planter très vite afin que 15 ans plus tard, on puisse avoir des allées avec des arbres de haute tige. Donc, de 1648 à 1651-52, il y a une guerre civile en France, ce que l'on a appelé la Fronde, et qui a été assez forte, qui consistait à remettre en cause le pouvoir de la Reine-Mère et de Mazarin. Et donc, pendant cette période-là, il est fort probable qu'il y a eu très peu de chantiers et entrepris, et je pense que peut-être la dérivation d'une rivière, vous allez comprendre pourquoi, mais certainement, ça a permis à toute l'équipe de concevoir sur le papier le projet dans ses plus grands détails, car nous verrons qu'une fois que cette guerre civile sera dissipée et que Fouquet en sortira grandi, eh bien, le chantier va aller à une vitesse absolument phénoménale. Donc, la première chose, et on va revenir sur cette petite image. Vous voyez donc qu'il y avait une rivière qui traversait en diagonale la future composition, et donc il est évident qu'elle gênait. Et donc la première préoccupation était de dévier cette rivière. Donc je l'ai dessinée ici, là, dans une canalisation sur 670 mètres. Alors ça veut bien dire que même si l'on n'est pas tout à fait encore certain de ce qui va être édifié, on sait en tout cas pour les 670 mètres qu'il ne faut pas qu'il y ait un obstacle tel le lit d'une rivière et ce que ça représente. Voilà. Et petit à petit, l'édifice, enfin non, le quadrillage, la trame
se mettent en place, pas forcément d'une façon comme on l'imaginerait, mais il se trouve que finalement le premier chantier, ce sera cette partie-là, ce que l'on appelle les jardins hauts. Alors voilà le principe. Lorsque la rivière qui avait son lit ici, alors ça c'est une coupe finalement au sud du château. Donc la rivière est ici, dans son ancien lit, et on se rend compte qu'à chaque fois que l'on va obtenir une terrasse, on a un déblai, un remblai, un déblai, un remblai, lit douve, etc. Et donc en fait on a déplacé les terres extrêmement proches. Moi pendant des années je parcourais les sous-bois, les forêts, je comprenais pas du tout où étaient les terres, je me disais bon ben c'est parti très loin. Et puis un jour j'ai découvert que le nôtre, lorsqu'il a réorganisé les Tuileries et que Levaux construisait le palais des Tuileries, ils ont dessiné et ils ont créé les Champs-Élysées. La seule chose, c'est que la butte, là où sera construit bien plus tard l'Étoile, était à leurs yeux un peu trop haute. Et ils ont décidé simplement de la raser. Et les terres ont été mises immédiatement sur le nord. C'est cette rue, la rue Balzac, qui plonge vers les Champs-Élysées. Eh bien, ça, c'est la terre qui a été dégagée. Donc, en fait, c'est par cette petite anecdote, et j'ai ensuite trouvé des traités qui expliquent qu'il faut absolument déplacer les terres le moins loin possible, parce que c'est un coût absolument extravagant. Donc, je reviens sur les plans, donc le plan de l'Institut, et ce plan qui est donc fait par le graveur Sylvestre, qui va avoir une commande de Nicolas Fouquet pour illustrer ces nouveaux jardins. Et on comprend très vite que la volonté de Fouquet est de faire savoir, de faire connaître son jardin. Et c'est de la propagande. Et donc, il est déjà dans cet esprit. C'est une publicité absolument extraordinaire. Et la plupart des domaines de cette époque, eh bien, ont été illustrés par une, voire deux gravures. Or, Sylvestre, lui, a en main, avec les architectes, le plan masse, et donc dont l'original est à Stockholm, mais il est ici. Et à partir de ce plan masse, comme un peu pour situer les différentes vues qu'il va produire, il va produire 24 vues qui vont illustrer ces nouveaux jardins. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais le projet tel qu'il est là est un projet. Ce n'est pas, et on peut le comparer avec celui de l'Institut, il y a des différences. L'Institut représentant ce qui a été réellement exécuté. Ici, on verra qu'il y a eu des modifications en cours de chantier, un peu idéalisé. Mais on ne voit pas, justement, sur ce plan, tout le travail des terrassiers et des topographes. Donc voilà 4 ou 5 petites gravures qui montrent tous les aspects que l'on pouvait rencontrer et évidemment montrer la grande nouveauté qu'avaient ces jardins, puisque on a en mémoire les jardins de la Renaissance qui étaient basés sur de l'intimité avec des petits carrés, soit des plantes médicinales, soit des plantes de parfum, soit des plantes exotiques, le tout séparé par des treilles et une grande intimité. À Vaux-le-Vicomte, c'est complètement le contraire. L'idée est évidemment sous-entendu flatter le commanditaire, cette fois-ci donner l'illusion que le domaine est sans limite et que les aménagements vont jusqu'à l'horizon. Alors avec cette percée, on verra plus tard. Alors c'est très intéressant de savoir comment on est arrivé à ce genre de méthode. Justement, dans cette préoccupation de rattraper les Hollandais sur la domination des mers, on s'est surtout rendu compte qu'on était extrêmement en retard en termes de cartographie. Mais là, ce n'est pas que les Français, les Hollandais aussi. Et les mathématiciens et les ingénieurs ont mis au point des principes, des instruments pour pouvoir, à des fins militaires, pas seulement pour la marine, mais aussi pour l'armée de terre, mis des points, des instruments capables de perfectionner les relevés, à la fois des pentes pour faire monter les troupes et les canons, les rivières pour savoir où les franchir et déterminer entièrement les reliefs autour des places fortes. Et finalement, les jardiniers comme le nôtre et Levaux et toute son équipe de terrassiers vont récupérer ces recherches et ces instruments et inverser le processus, c'est-à-dire, une fois dessiné sur le papier, aller sur le terrain et s'apercevoir
quelle pente on pourrait appliquer, comment, et on se rend compte que finalement le résultat est absolument incroyable parce que le dégagement d'une plate forte était essentiel pour les axes de tir. Et finalement, quand on regarde Vaux-le-Vicomte avec ses grandes fenêtres, mais quand même entouré de douves avec des échauguettes, des ponts-levis, et il y a un petit clin d'œil à toute peut-être cette période de militaire et de recherche d'une cartographie plus fidèle. Donc de cette petite carte, de ce petit plan, j'ai dressé finalement un jour toute une série d'axes, et je me suis rendu compte à quel point, lorsque l'on dit que le nôtre a dû faire le jardin, sans précisant quand il arrive sur les lieux, et puis que le veau arrive en 1656, 15 ans plus tard, bonjour, vous pourriez faire votre château, on vous a laissé un petit carré là, ça sera parfait. Et puis tout s'ordonne, c'est absolument magnifique. On obtient quelque chose d'absolument. Bon, là, c'est totalement aberrant, dans la mesure où c'est justement le carré des douves qui va devenir le dominateur commun de toute cette trame quasiment régulière. On va s'apercevoir que tout l'ordonnancement et l'équilibre est tel qu'il est inimaginable de penser que ces architectes, ingénieurs, jardiniers ont travaillé séparément. C'est un travail de très longue haleine. Je pense que la période de la Fronde a été très propice à une étude très approfondie, mais en aucun cas, tout en 5 ans, avec un Le Nôtre qui arrive au dernier moment et qui crée une merveille. Alors ce petit quadrillage, eh bien, je l'ai développé sur une coupe et je me suis rendu compte que finalement, il existait un axe fictif qui traverse la demeure principale et qui va buter sur la colline au sud et sur une horizontale et même cote d'altitude entre la route où l'on découvre le domaine et peut-être la statue d'Hercule au bout de toute cette composition qui est là aussi un autre endroit pour découvrir le domaine d'une autre façon. Et puis je me suis penché aussi sur la disposition de chacun des aménagements, que ça soit du bâti ou des plans d'eau ou des parterres, et finalement on s'aperçoit à quel point le rectangle d'or se perpétue à différentes échelles à travers tout ce domaine. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. La première fois on se dit tiens c'est amusant, tiens il y a un petit rectangle d'or, mais quand on commence à en trouver une quinzaine, c'est peut-être plus du hasard. Donc on revient au chantier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement la première partie qui est édifiée, c'est les jardins hauts, qui vont être aux abords immédiats du domaine, et on commence à édifier les fondations des communs. Le château, lui, n'en est qu'à ce qu'on appelle la motte, c'est-à-dire finalement le socle en dur, plus ou moins dur. Il faut savoir que nous sommes pas loin de Fontainebleau et que le grès de Fontainebleau affleure, et ici il y avait le four à chaux, c'est-à-dire le point culminant du domaine, qui était sur la même altitude que la route qui reliait Melun. Alors, Melun étant le port par lequel tout allait arriver. Et notamment, on verra tout à l'heure, le calcaire de Creil, qui est lui, par contre, très loin du domaine. Et voilà, on enchaîne sur... alors, attendez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du milieu des années 50, le chantier va accélérer, et il se trouve que finalement, si l'on compare les dates cruciales dans la carrière politique de Fouquet, on trouve une étape là aussi cruciale dans l'avancement du projet. Et donc, loin de l'idée d'un mégalomane qui a tout fait en 5 ans avec l'argent des caisses royales, bien sûr. Et là, pas du tout. Les choses ont été mûrement réfléchies et établies, entreprises, édifiées au bon moment et interrompues quand l'avenir était incertain. Et donc, là, à partir de 1600, voilà un des terrains qu'il manquait à Fouquet et certainement impossible d'imaginer Vaux-le-Vicomte sans cet endroit, même si le canal est déjà
presque dans sa direction finale. Il va y avoir ici, à l'intersection de l'axe nord-sud de composition et celui de Lancueil, une composition absolument magistrale et qui va être possible à partir du mois de janvier 56, puisque Fouquet achète à Madame de Lionne ce terrain qui s'appelait Vaux-Pont, et comme en anglais, pond, qui veut dire un étang. Et il se trouve qu'ici, il y avait effectivement un étang, et dans les cartes géologiques, on voit un petit évasement qui va justement devenir un très grand bassin. Le château, en 56, ça y est, commence à sortir de terre, mais à partir du mois d'août, on va y arriver, et les communs sont quasiment achevés avec les fermes, ce qui est très pratique parce que je pense que la plupart des ouvriers, et on le verra plus tard aussi, on retrouvera bien plus tard beaucoup d'outils ou de pièces inachevées dans les communs. Et donc finalement, c'est très dans un échelonnement d'un chantier, d'avoir des bâtiments en dur pour loger à peu près tout le monde, c'est bien. Alors on a aussi beaucoup dit qu'il y avait une quantité astronomique d'ouvriers. Il faut dire que la plupart des ouvriers sont des habitants des villages voisins qui, dès qu'ils ont su que allait se construire un domaine immense, sont venus demander s'il y avait du travail. On a retrouvé des lettres de Fouquet autorisant les paysans à retourner, les agriculteurs à retourner aux champs s'ils le souhaitaient, et donc ce n'est pas une main, ce n'est pas des gens expérimentés. Et donc, on verra aussi tout à l'heure que les principes de construction qui ont été choisis par l'architecte et les maîtres maçons sont des principes très simples qui ne nécessiteront pas des connaissances hardies. Simplement, ensuite, là, il faudra que viennent des tailleurs de pierre habiles au vocabulaire classique. Là, c'est autre chose. Mais ils n'étaient pas majoritaires. Donc, les communs sont achevés et les fermes. Vous voyez que le profil des communs, alors les deux ailes qui sont ici, celle d'en bas regarde les jardins, celle au-dessus est ici de profil, et entre les deux, il y a donc les cours, et vous vous apercevez que finalement, au niveau des communs, dans ce petit élément blanc, c'est la coupe de la grille, donc c'est la frontière du domaine, et vous voyez que finalement, ici, il n'y a pas de découpage en terrasse, pour la bonne raison que le chantier était alimenté par là, et qu'on aurait eu beaucoup de problèmes si on avait mis des marches ou des terrasses. Donc à cet endroit, on a préféré maintenir la pente naturelle. Et puis, on verra que ça a généré aussi, ça a contribué à la mise en scène dont le veau est un des grands acteurs. Alors, l'architecture des communs, qui à mon avis est une des plus belles pièces de Vaux-le-Vicomte, est une architecture qui s'apparente davantage au style Louis XIII. Pour ceux qui savent pas très bien à quoi ça correspond, c'est ce brique et pierre avec artoise, la place des Vosges étant un bel exemple à Paris. Et beaucoup d'édifices jusqu'à cette période étaient édifiés de cette façon. Et on va voir, alors, on verra plus tard après pour l'architecture des bâtiments. Et donc, on va arriver, le Grand Canal va bientôt être entièrement achevé, et il va représenter absolument un axe d'une force et en même temps d'une beauté extraordinaire. Là, c'est en plein hiver. Hélas, tous les arbres aujourd'hui sont tombés. Ils étaient tous malades. Ces arbres-là ont été plantés vers les 1875, et donc il y a maintenant une campagne pour replanter les arbres. Ce qui change un peu l'aspect du... Voilà, donc ce grand canal de 1000 mètres de long, qui dans un premier temps, peut-être vous vous souvenez, n'avait pas de terminaison arrondie, ce qui maintenant lui donne ce surnom de la poêle, et l'intersection de l'axe de composition nord-sud et de cet axe naturel va être magnifiée. Avec probablement un des morceaux d'architecture les plus impressionnants des jardins à la française, en tout cas qui deviendra un modèle, et l'on le voit sur ce tableau anonyme qui anticipe un peu sur la réalité, puisqu'à l'intersection réelle, il était prévu une fontaine de Neptune que l'on retrouvera inachevée dans les communs, dans l'atelier, mais qui n'aura pas le temps d'être
mise en place. Et puis, il y avait des statues sur la balustrade des grottes qui un certain rappel des palais italiens. On va regarder un peu plus en détail les grottes. Voilà l'aspect. Ce qui est intéressant, c'est que depuis ce point de vue, Hercule, qui est beaucoup plus loin et en haut d'une pente, a l'air lui aussi posé sur la balustrade, et il faut évidemment imaginer les 8 autres statues qui étaient là. Alors, c'est un ensemble qui mesure quand même 92 mètres de long et fait 9 mètres, vous voyez la taille d'un personnage ici, et qui, je reviens sur cette image, finalement, on verra tout à l'heure, il y a des jeux d'optique, et on a le nôtre et le veau, à partir du moment où le château commence à sortir de terre, au même moment on entreprend la construction des grottes, et il va y avoir un jeu entre d'allées et venues absolument, qui, à mon avis, a été extraordinaire, parce qu'il était question de donner l'illusion que ce mur des grottes était simplement posé dans le prolongement des jardins en haut. Et c'est une illusion qui persiste, et que on ne peut découvrir qu'au bout de 500 mètres de marche, et là on est tout d'un coup ébahi par l'espace, les 150 mètres qui séparent, et ce grand canal qui coupe absolument la partie des jardins qu'on en vient de parcourir, et celle-ci. Et celle-ci qui semble et qui est finalement réellement inaccessible. Et c'était une volonté, car en fait, ce domaine-là, cette partie-là, représentait le domaine des dieux. C'est inspiré entièrement des villas Lente et des villas d'Est, mais il fallait, là-bas, c'était le domaine des dieux, et à la Renaissance, on a toujours représenté les dieux, fleuves, assis dans des rampants d'escaliers. Ici, puisqu'il s'agit toujours de flatter le commanditaire qui a été, grâce à sa victoire politique contre la Fronde pour maintenir le pouvoir royal, il a été récompensé par Mazarin, il a été nommé surintendant des finances, qu'il va partager avec un autre pendant un moment, et donc c'est à ce moment-là que l'on entreprend la construction de Vaux-le-Vicomte, c'est à ce moment-là qu'il se lance, une fois qu'il a eu ce titre, véritablement dans l'édifice du domaine. Et Lebrun va évidemment utiliser un rapprochement, voilà, il va comparer Fouquet à Hercule, le demi-dieu, parce que Hercule représente la force, et c'est le vainqueur de la Fronde. Et on le retrouvera même dans les peintures au plafond de tout l'appartement de Fouquet, avec toutes ces références à l'Hercule. Et donc finalement, ce domaine des dieux ne peut pas être accessible à l'humain si facilement. Et donc là, on a un dieu fleuve qui est l'Ancueil, et qui est serein. Et ici, c'est le Tibre qui lui fait la moue, car il réalise que finalement, il a été dépassé par la beauté de ce lieu. Voilà, c'était un peu l'esprit du XVIIe. Donc voilà. Et donc cette grotte dont je vous parlais est donc effectivement le résultat d'une volonté d'un jeu d'optique qui fait que l'on soit au rez-de-chaussée ou que l'on soit au premier étage ou même en haut de la coupole, comme cette photo, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Voilà, vous ne voyez pas le canal. Là, on ne voit pas très bien. Pas très convaincant, mon histoire. Voilà, et j'en viens donc, comme on en est à l'édification de la grotte, en même temps, donc à partir du 6 août, va commencer la construction du château. Voilà les 4 plans qui vont être signés par Fouquet, par Levaux, le 6 août, puis le 10 août par Villedot, Michel Villedot, qui sera l'entrepreneur, et le chantier va démarrer à une vitesse absolument fabuleuse. Pour vous donner une petite idée, la terre battue du sous-sol, entre la terre battue du sous-sol et les plombs de faîtage, il y a 13 mois de chantier. Donc 13 mois, on ne compte pas la coupole, parce que la coupole va avoir un rôle majeur dans le déroulement du chantier. Premier aspect de cette architecture et première modification, même si, sur ce document, il y a écrit quelque part « ne varietur », qui veut dire « sans changement ». Et 1 mois et demi après, ces plans aquarellés de l'agence Levaux, eh bien, on décide que finalement, il n'y aurait plus de briques sur la façade du logis principal.
Alors il y a plusieurs théories là-dessus. Alors la mienne diffère un petit peu. Je pense que la maison de Levaux, qui était adjacente à l'hôtel Lambert, Levaux avait une tendance de metteur en scène d'édifier plusieurs maisons adjacentes, mitoyennes, selon une même modénature de façade pour donner l'illusion que chacun possède le voisin. Et n'ayant pas les mêmes moyens que le banquier Lambert pour son hôtel particulier, il avait tout de même voulu donner l'illusion à sa façade qu'elle était elle aussi en pierre. Mais en fait, elle était en briques et en plâtré chaud. Seulement là, l'inconvénient était qu'il fallait que le mélange soit extrêmement bien dosé, sinon il se craquelait, se fissurait, se gorgeait d'eau. C'est ce qui est arrivé. La maison Levaux a été rasée. On a repris l'emprise, mais elle a été rasée même pas moins d'un siècle après son édification. Et donc, il est possible qu'ici, on ait prévu pour un besoin économique de remplir les trumeaux de briques et de ne garder qu'en pierre, ce qui est la structure porteuse, et que on aurait couvert ces parties en briques. Parce que finalement, cette façade qui est très jolie, aquarellée, c'est un plan d'exécution. À l'époque, ça suffisait. Alors, dessous, j'ai fait le relevé. Vous voyez, on peut aussi déterminer les modifications qui sont notamment le corps central avec ce fronton qui devient droit et non plus cintré et ce clocheton qui va disparaître. Parce que finalement, dans cette vue-là, Levaux ne met pas la coupole qui devrait apparaître ici. À ce moment-là, j'ai fait l'essai, j'ai fait un petit collage, c'est cacophonique. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a changé? À l'hôtel Esselin à Paris, il avait déjà utilisé ce principe-là, qui sous-entend que finalement derrière, puisqu'ici on a la chapelle, et on place toujours la chapelle au-dessus des armes, eh bien c'est le profil de la voûte de la chapelle qui vient buter sur cette maçonnerie. Là, la chapelle a pris un peu de hauteur, on a une voûte toujours à cet endroit, en forme d'arête, mais qui a, cette fois-ci, on a un toit à 2 pans. Le clocheton a disparu. La façade sur les jardins, elle est moins modifiée, c'est le profil de la coupole. Alors, y avait-il un lanternon prévu ou pas? Il est possible qu'il n'y en ait pas été prévu au début. On pense évidemment au Panthéon de Rome, mais on sait aussi que la coupole de l'Institut, qui sera édifiée à peine ce chantier achevé, avait un trou dans son plafond, et un lanternon qui éclaire. Mais il était courant aussi, comme on ne dessine pas les menuiseries, souvent on ne dessinait pas le lanternon sur cette élévation. Évidemment, bon, après les cheminées, les œils de bœuf, toute cette qui va venir. Voilà. Donc la façade nord, je reviens sur la façade nord, elle est très articulée, elle est faite de plusieurs blocs, elle va jouer avec le soleil, même si ça ne concerne que quelques mois de saison, mais elle est composée à la fois en décrescendo avec toutes ces ressauts et ces terrasses, et en crescendo avec ces montées de marche. Donc il y a quand même un effet très accueillant, très convergent vers ce petit portique d'entrée. Alors que la façade nord, elle est beaucoup plus massive, surtout lorsqu'on est à son pied. Beaucoup d'historiens trouvent que ce fronton est extrêmement lourd, disgracieux. Finalement, quand on recule et qu'on commence à prendre toute la valeur de cette composition dans sa globalité, eh bien, on se rend compte que l'effet de socle, justement, puisque seul la demeure, le logis principal, ne subit pas l'effet de l'escalier des terrasses et se maintient à une certaine hauteur, ce qui fait que du côté du jardin, vous voyez un peu la dénivelée qu'il y a entre le photographe et la porte. Mais cet aspect ne se dissipe pas et on voit bien que la demeure, le logis principal est dominant dans cette composition. Alors, ce qui avait été extravagant, pardon, c'est bon. Non. C'est que Louis Levaux a été
très épris d'architecture italienne de la Renaissance. On verra ça tout à l'heure, ça va aller très loin dans ses recherches. Et malgré le climat de la Seine-et-Marne, au XVIIe siècle, eh bien, le château était accessible uniquement par des grilles, il n'y avait pas de porte. Et l'axe fictif dont je vous ai parlé, qui allait de la route jusqu'à la statue d'Hercule, eh bien, traverse exactement à l'auteur de l'œil ce grand salon, et on le voit à travers les grilles, permet d'avoir une vision absolument extraordinaire du jardin, parce qu'à la grande différence de Versailles, finalement, lorsqu'on est sur le perron de Vaux-le-Vicomte, on embrasse d'un seul regard toute la composition, sauf le canal, puisque on avait décidé de faire des jeux d'optique et des surprises. Alors, ça permet aussi de vous montrer que la naissance du style classique français est peut-être là, avec une utilisation très rigoureuse des ordres. Ici, le dorique toscan avec des bagues, avec des triglyphes, des métopes, aux chiffres de Fouquet, c'est-à-dire des F entrelacés, des petits écureuils, parce que en vieux français, en angevin, Fouquet, ça veut dire écureuil. Et puis, des références aux empereurs avec, alors romains ou pas, Hannibal, Cléopâtre, César, voilà. Donc toujours ces références à l'antique, toujours des références à Rome. Ici, l'ordre composite, avec une façade extrêmement décorée, complexe, qu'on verra tout à l'heure à propos des aménagements, mais aussi, sur tous les trumeaux, des bustes d'empereurs romains que son frère, qui était en poste à Rome, lui envoyait en lui disant c'est de la moyenne qualité parce que Poussin est beaucoup trop cher, vous ne devriez pas dépenser tant d'argent. Bon, aujourd'hui, c'est des œuvres d'art uniques. Pour les façades, c'est un emprunt à son cher Andrea Palladio, qui était un conditionnel de l'ordre ionique colossal. Alors colossal, c'est un pilastre ou une colonne qui court sur toute la façade, toute l'élévation, donc il y a des proportions énormes. Et donc en voilà le relevé, avec une particularité chez Levaux qui est très en volute, en relief, presque en queue de cochon, alors que si on regarde certains d'autres... Enfin, tous les traités d'architecture, après avoir montré les pages des anciens de l'Antiquité, des relevés qu'on pouvait en faire, eh bien, chaque architecte faisait une petite variation à sa façon, si bien qu'aujourd'hui, le ionique de Levaux n'est pas le même que Mansart, n'est pas le même que Cerceau, etc. Donc c'est une petite touche personnelle. Alors, petite critique, pas forcément sur cette façade, mais sur l'autre. Il y a moi ce que j'appelle des chameaux, c'est-à-dire il y a quand même des choses pas très élégantes. J'aimerais bien revenir en arrière. Il faut revenir là. Voilà. Moi, je pense que là, il y a un problème, c'est-à-dire que marquer l'axe, en général, Levaux marquera toujours l'axe sur des travées impaires. Et marquer l'axe uniquement sur deux travées en soulignant un fronton avec un pilier dans l'axe, ça c'est pas très élégant. Un petit peu chipoté. Alors, bon, non. D'où vient ce projet? Comment est venu le projet de Vaux-le-Vicomte? Et on va voir tout à l'heure à quel point il va être novateur. Eh bien, il avait d'abord eu un coup d'essai, on peut dire, qui était le château du Raincy, qui est sur la route qui va vers Meaux et vers Reims, c'est-à-dire là aussi une route à grande fréquentation religieuse, puisqu'il y avait la cathédrale. Et le Vaux fait pour un surintendant des finances de Louis XIII, qui s'appelle Jacques Bordier. Je ne sais pas si c'est ma famille, ça serait pas mal. Ce petit château, mais qui reste complètement dans la tradition de la première moitié du XVIIe siècle, c'est-à-dire un édifice qui est comme ce qu'il y avait partout, même à la Renaissance, d'une épaisseur de 12 mètres, si bien que les chambres avaient des vues sur la cour et sur le jardin. Mais surtout avec un rez-de-chaussée voué au service,
et qui nécessitait donc un très bel escalier d'apparat pour accéder à l'étage noble, le premier étage, avec un salon, une plus grande pièce, centrée la plupart du temps. Il suffit de relire le traité de Palladio, ça se lit comme du français d'aujourd'hui, et il explique très clairement qu'il faut que les maisons de plaisance aient une salle plus haute de plafond, plus grande pour y faire des repas, de la musique, de la danse, recevoir. Donc là, pas de nouveauté. Le Vau a une bibliothèque de 440 livres, on le sait par son inventaire au décès, et donc il puise absolument toutes ces recommandations de ces architectes de la Renaissance, et dont il va trouver absolument tout ce qui lui convient pour flatter et répondre à la demande d'un commanditaire très exigeant qu'est Nicolas Fouquet. Alors, j'ai étudié un peu les bouquins qu'il avait et j'ai retrouvé que finalement, dans les reconstitutions que les architectes de la Renaissance avaient faites des ruines romaines, ils en avaient fait évidemment des croquis de reconstitution. Et on voit très bien que le palais d'Agrippa avait cette composition avec cette coupole en cendre qui émerge, des pavillons et des toits. On retrouve la même chose ici, le Rhinci est à peu près le même principe, une salle hémisphérique, qu'on voit en coupe-là, ou même ici avec les escaliers de part et d'autre d'un volume traversant avec des colonnes. Plus proche de nous, plus proche de lui plutôt, Sébastien Serlio, qui dans son livre 7 fait des propositions de projets avec des salles ovales au centre, comme Palladio avec la Villa Rotonda, mais elles ont un inconvénient, en tout cas la différence avec Vaux-le-Vicomte, c'est qu'aucune de ces pièces n'émerge de la façade, elle est simplement, parce qu'elle est plus haute suivant les recommandations, elle a une toiture particulière, mais finalement, dans la façade, elle ne sent pas. Ici, on a un petit projet de Androuet du Cerceau, qui, à le regarder, est quand même assez extraordinaire. 2 pavillons, façade concave, emmarchement, une petite coupole au bout. Ça fait. Et alors là, il y a un projet qui a marqué le Vau, c'est-à-dire que Palladio a fait un relevé du Panthéon de Rome, et il en a fait des variations. Et il a fait une composition absolument incroyable avec un fronton central, un tambour, une coupole percée, et puis 3 travées de chaque côté. On verra tout à l'heure que quand même, je ne sais pas si ça a influencé le Vau, mais quand il a dû voir ce dessin, et quand on voit ce qu'il a fait à Vaux-le-Vicomte, on peut se poser des questions. Tiens, il en manque une. Et ben là, ça casse tout. Ah, bien embêtant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors, ici, ça c'est vraiment dommage, c'est la toiture du Rhinci, qui est simplement, on le voyait dans le plan, un petit pavillon central ovale, une petite aile et un petit carré pour chacun des pavillons d'angle. Et c'est en comparant ces deux-là que finalement la comparaison, que la dissociation se fait entre le Rhinci et Vaux-le-Vicomte, et on se rend compte ici le travail qui a été fourni pour arriver à une telle toiture complexe, notamment l'imbrication de hauts toits à la française avec des combles brisés, eux-mêmes en intersection avec une coupole ovale. Avec donc l'épure de la ligne de nous ici, c'était quand même. Et ce qui était merveilleux, c'est que finalement le charpentier de Vaux-le-Vicomte, eh bien c'est le charpentier du village du coin. Voilà. Pierre Gittard, et qui a d'ailleurs eu un fils jeune, qui était très intéressé probablement par ce qui se passait à Vaux-le-Vicomte, et qui a été parmi les premiers terrassiers du Grand Canal et des premières terrasses sous les ordres de Levaux. Et il va si bien travailler qu'en 1657, Levaux lui offrira la charge d'architecte, et il deviendra un des collaborateurs de Louis le Vau. On va le retrouver pour le chœur de Saint-Sulpice. On va le retrouver à Chantilly, et le Vau va l'envoyer, le pauvre, à Belle-Île pour construire la forteresse de Fouquet. Aller à Belle-Île au XVIIe. Voilà. Donc on peut comparer maintenant les plans. Vous voyez donc tout à l'heure une série de pièces qui se juxtaposent, la fameuse trilogie antichambre, chambre, cabinet, mais qui empêche toute intimité.
Et finalement, d'ailleurs, antichambre, chambre-cabinet, on le conserve à Vaux-le-Vicomte, mais la grande nouveauté, c'est que on ne monte plus pour aller à l'étage d'apparat. L'étage d'apparat devient le rez-de-chaussée. Et la deuxième chose primordiale, grande nouveauté, on dédouble l'épaisseur du bâtiment qui passe non plus à 12 mais à 26 mètres. Alors, c'est pas tout à fait un rez-de-chaussée parce que quand on voit la quantité de marches et la quantité de marches pour redescendre sur le jardin, on est suffisamment haut pour apprécier les parterres de broderie, puisque c'était le rôle de ces étages d'apparat, c'est d'avoir de la hauteur pour apprécier les jardins. La deuxième grande nouveauté, c'est la naissance du couloir central. C'est la première fois qu'un édifice reçoit un couloir central qui va séparer physiquement les appartements côté jardin, côté cour. Alors, en même temps que se fait ce chantier, Le Vau comme Ville d'Eau sont en train d'édifier le pavillon du roi à Vincennes et bientôt le pavillon de la reine, en même temps. Et au pavillon du roi à Vincennes, le couloir est au rez-de-chaussée parce que on a continué, à partir d'un bâtiment existant édifié par Louis XIII, qui n'était pas très épais, on a repris le principe de l'étage d'apparat à l'étage et non pas au rez-de-chaussée. Et donc le couloir de circulation est un couloir technique. Alors qu'ici, il va permettre de diviser 4 appartements totalement indépendants et intimes. L'appartement de Nicolas Fouquet, où on dort, alors que les appartements d'apparat sont des appartements pour recevoir. L'appartement de Madame Fouquet, au sud, sur les jardins et un peu à l'est. Et puis des appartements dont on ne connaît pas l'attribution, puisque le chantier sera interrompu avant que tout ça n'ait été achevé. Alors ce plan date du XVIIIe siècle, et l'architecte Berthier, excusez-moi, a eu la présence d'esprit intelligent de dessiner en rouge ce qu'il allait proposer, et donc on peut voir sur ce plan quelles étaient les dispositions au XVIIe et ce qu'elles allaient devenir au XVIIIe. Vous voyez que les pièces sont redécoupées et les immenses salons ou antichambres vont devenir de taille plus modeste. Donc la comparaison, je vous l'ai dit, au Raincy, le rez-de-chaussée est un étage de service, à Vaux-le-Vicomte, ça disparaît, et on revient vers les villas de Palladio, où finalement on voit que la disposition de 2 escaliers, cette fois-ci modestes, de part et d'autre de cet axe vestibule et ce grand salon, se retrouve à peu près dans toutes les villas de Palladio, déclinées de façon finalement assez intelligente. C'est très amusant. Ça, c'est un petit voyage à faire, c'est aller voir toutes les villas de Palladio autour de Vicence, c'est très instructif. Et puis, autre chose, c'est que les sous-sols de Vaux-le-Vicomte, grâce à ce socle, permettent d'avoir un éclairage naturel dans les cuisines et un accès latéral, et ça se trouve sur toutes les villas de Palladio. Donc ces escaliers, dans les hôtels particuliers que Le Vau avait fait, ou le château du Raincy, vous l'avez vu, un grand vestibule, un escalier somptueux qui mène à une salle de réception, le salon. On a la même chose à l'hôtel Esselin sur l'île Saint-Louis, ou l'hôtel Tambolneau rue de l'Université. Donc ici, plus besoin d'un grand escalier, puisque toutes les festivités se feront au rez-de-chaussée. Et donc les escaliers sont dégagés sur le côté, et ça rappelle également une disposition qui existait déjà par le Mercier pour le pavillon de l'horloge au Louvre, parce qu'il y avait ici le passage de carrosse, alors qu'ici on a juste un passage du vent. Non, en fait, c'est vrai, parce que le grand salon de Vaux-le-Vicomte, comme le vestibule, ne sont pas des pièces à vivre. Il n'y a pas de cheminée, il n'y a pas de serrure. Les serrures sont sur les portes qui donnent accès aux 2 appartements jumeaux ou aux 2 cages d'escalier. C'est tout. Alors, à partir du moment où on dédouble le corps de logis en 2, c'est-à-dire qu'il passe à 26 mètres, eh bien, vient le problème de la couverture. Évidemment,
l'impact va être finalement propice à une nouveauté, pas vraiment une nouveauté, mais en tout cas, il n'est plus question de trouver des grands bois pour mettre en œuvre une charpente et une toiture à la française comme celui des pavillons. D'abord parce qu'on ne trouve pas des arbres de cette taille, puis deuxièmement, dans la composition générale, on ne peut pas imaginer un corps de logis qui cache la coupole. Et donc on a recours au comble mansard. Alors la mansarde s'est déjà développée à Paris, et parce qu'elle avait un intérêt évidemment d'espace, puisqu'elle permettait de dégager toute cette partie et pour y loger les gens. Alors à Vaux-le-Vicomte, je crois qu'on avait assez d'espace pour loger les gens, mais c'est simplement qu'elle va permettre de rester dans des proportions intéressantes, avec dans l'axe du faîtage toute cette descente de charge sur un des côtés du couloir, puisque il fallait aussi penser à cette circulation qui ne devait pas être encombrée. Et alors vous voyez que finalement le Vaux il bricole, puisque le mansard côté jardin il est quasiment plat, juste de quoi varier de couleur avec le soleil, alors que côté cour il a une bonne proportion. Alors ce qui est assez intéressant, on le verra tout à l'heure, c'est que les murs s'affinent, mais surtout les matériaux sont de plus en plus légers au fur et à mesure que l'on monte. On va regarder ça un peu plus loin. Voilà. Donc, par où a commencé ce chantier? Eh bien, en toute logique, il a commencé par ce grand salon. Et ce grand salon, pourquoi? Parce que il est le centre névralgique du projet, sur lequel à la fois le grand couloir, mais aussi tous les principes de poussée et de stabilité du bâtiment. Et ce sont donc ces deux blocs de maçonnerie d'angle qui partent du sous-sol et qu'on retrouve au rez-de-chaussée, qui vont permettre de stabiliser le mur de transition entre vestibule et grand salon, mais aussi qui sera le mur du mur sud du grand couloir central. Et dans la même largeur que ce salon de 18 mètres de large, eh bien, on tirera des murs perpendiculaires et on placera les deux cages d'escalier. Et donc, on a un ensemble en pierre absolument immuable, extrêmement solide, et à partir duquel, eh bien, on va monter le projet. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on va arriver au deuxième étage, il n'y aura plus que des murs en pan de bois qui seront ourdis de plâtre. On n'a même plus besoin de maçonnerie. Même les murs de refend sont en bois. Alors, la deuxième technique pour aller très vite, eh bien, était non plus comme on faisait au XVe siècle où on appareillait toutes les maçonneries au sol avec sa décoration. Ici, on a une décoration relativement simple avec un langage extrêmement épuré. Par rapport à son confrère Mansart, il est moins pointilleux dans les détails. On a vu un petit chameau, il y en a d'autres. Mais en tout cas, le principe était le suivant. On empilait les blocs. Quelle que soit leur taille, on n'avait plus besoin de faire des lits bien alignés de 15-18 cm. Et c'est ensuite qu'on venait par ravalement y faire la décoration, la modénature. Et vous voyez que les joints des pierres ne suivent pas du tout la modénature. La deuxième chose, c'est qu'on voit un petit trou là qui a été rebouché. Ce sont des trous de boulin, c'est-à-dire des pièces de bois que l'on enfonce dans la maçonnerie et qui permettent d'établir des échafaudages. Alors je les ai retrouvés sur cette façade, comme je vous ai indiqué, et puis on voit très bien que ça se sépare, les 7 niveaux d'échafaudage. La tour sud de Saint-Sulpice, qui est restée inachevée, montre tout à fait le même principe de construction, avec ce qu'on appelle des saillimas, c'est-à-dire des blocs laissés en attente, qui contiennent le volume qu'il faudra plus tard, au moment du démontage de l'échafaudage, venir tailler, cette fois-ci par des spécialistes, un pilastre dans le vocabulaire le plus classique. Et ensuite, en dernier lieu, on badigeonnait toute la façade ici d'un lait chaud blond qui faisait qu'on ne voyait évidemment plus le vrai calpinage des pierres. Tout ça étant monté par une petite principe de ce qu'on appelle une chèvre. Mais le grand prouesse de Vaux-le-Vicomte, c'est le puits ce puits béant que laissait le grand salon et qui va permettre, justement, en retardant son évication, de devenir
un passage extraordinaire pour toutes les grandes pièces de charpenterie, de tout ce qu'on peut imaginer qui vont monter. Et ils ont eu recours à ce qu'on appelle une rue d'Écureuil. Vous en avez une là qui est restée dans les combles de la cathédrale de Beauvais. On en voit aussi une ici pendant l'édification du Val-de-Grâce. Et donc, ce qui explique pourquoi la coupole a été retardée de 4 mois ou 5 mois, je ne sais plus. Voilà donc, on peut revoir un peu ce dont on parlait tout à l'heure, le grand comble mansard, qui lui va servir à suspendre le cintre qui va permettre le panier et qui sera ourdi de plâtre pour la composition du grand salon. On voit aussi finalement que quand on parle de rez-de-chaussée pour découvrir les jardins, on a quand même une hauteur incroyable et qui va contribuer finalement dans la grande trilogie vestibule, escalier, grand salon. Bah là, c'est peut-être simplement dans un ordre différent, mais les emmarchements de Vaux-le-Vicomte contribuent justement à cette mise en scène incroyable, avec toujours cet axe qui va traverser. Et puis il faut se mettre à la place du visiteur qui ici à peine tout d'un coup découvre une hauteur de 18 mètres sous plafond avec une composition qui n'a pas été réalisée mais qui aurait dû parachever tout ce problème. Alors on en vient un peu à des problèmes un peu plus techniques. Le problème qui va répondre à cette question que les historiens dénoncent, la lourdeur de cette façade côté jardin qui n'est pas très élégante, eh bien en fait elle répond avant tout à un problème de stabilité. Alors vous voyez les petits schémas là-haut, comme Notre-Dame, tant qu'on n'y avait pas mis des voûtes, on n'avait pas besoin d'arc-boutants. Dès qu'on met une voûte, les voûtes génèrent des poussées à l'extérieur et qui tendent au dévers des murs, d'où des arcs-boutants. Bon. Eh bien ici c'est la même chose, la coupole va générer des poussées et qui vont être, le vocabulaire médiéval va être traduit par le Vaux avec beaucoup plus de discrétion, pas forcément d'être très dégagé de la façade, mais avec justement un élargissement plutôt qu'épaissir un mur. Eh bien, on va reprendre cette colonne qu'on voit ici, et avec le système du pinacle, c'est-à-dire une surcharge pour s'assurer que la transmission des poussées tombe bien sur la surface. Et donc la statue ici a ce rôle-là, additionné avec un fronton qui lui aussi contribue. Quant aux autres poussées, eh bien elles sont absorbées par le corps de la chapelle et du vestibule. Restent ces poussées latérales sur le trumeau central. Ben, visiblement, les calculs étaient bons puisqu'il n'y a jamais eu de problème. En tout cas, Vaux-le-Vicomte n'a jamais eu de problème de maçonnerie en 350 ans. Alors, on peut regarder le principe de charpente. C'est un principe mixte parce que finalement, le schéma, même s'il est simplifié, de cette coupole qui, après son relevé, s'avère une ellipsoïde parfaite, finalement peut se simplifier en disant un carré avec 2 demi-cercles flanqués. Eh bien, finalement, dans la conception de la charpente, c'est ça. C'est une charpente traversante, comme une charpente classique, et des éléments rayonnants, et qui s'entrecroisent. Donc, je vous le disais tout à l'heure, tout ça est quand même extrêmement subtil et de très haute qualité, parce que, vous voyez, quand on voit finalement cette petite silhouette, on se dit, bon, c'est simple. Et quand on voit ça, on comprend le travail qui a été établi. Il est évident qu'il y avait des maquettes qui ont disparu, hélas, mais on n'a pas fait ça en quelques jours. Et je pense que la Fronde a été tout à fait une bonne période pour établir ce projet. Alors on en vient à on reste dans les charpentes, mais surtout comprendre comment est conçu l'aménagement intérieur de cette pièce, de ce château. Et avec cette pièce totalement inouïe et unique, et qui montre ce que le Palladio préconisait, c'est-à-dire d'avoir une pièce centrale vouée aux réceptions, aux fêtes, à la musique, aux banquets. Là, on a vraiment une des pièces les plus spectaculaires de toute l'architecture française. Le plafond aurait dû être d'ailleurs la plus grande œuvre peinte, puisqu'il représente 400 mètres carrés. Mais il n'a pas été exécuté, puisque Fouquet a été arrêté avant même les premiers tracés sur le plâtre.
Mais ce qui est intéressant dans cette coupe, c'est ce que je vais vous montrer, c'est que ces pièces de réception en bas, en fait là c'est un état tel qu'il aurait dû être. C'est-à-dire que j'ai un petit peu anticipé. D'abord j'ai peint le plafond et j'ai terminé le cabinet du roi et j'ai mis la balustrade telle qu'elle était prévue dans la chambre de Fouquet, même si le château n'a jamais connu cet état. Alors, on est dans l'architecture d'intérieur. Ce grand salon n'est pas est finalement une évolution logique dans l'œuvre de Levaux, qui avait commencé dès son plus jeune âge par un édifice qui s'appelle l'hôtel de Bautru, qui a été rasé, qui était à l'emplacement de la galerie Vivienne, mais qui avait une galerie, somme toute très classique, avec des vues de part et d'autre sur un jardin qu'il va reprendre, mais en y mettant cet hémicycle à l'hôtel Lambert que tout le monde connaît et qui permettait d'avoir un champ de vue plus intéressant sur la rivière qui était au pied du bâtiment. Et ce même principe est évidemment celui qu'on retrouve au Raincy, qui donne 4 ou 5 vues côté jardin, 3 de l'autre. Et en le basculant de 90 degrés, eh bien finalement, on obtient un champ de visuel bien plus intéressant, beaucoup plus de dynamisme, et voilà. Et finalement, il ne s'arrêtera pas là, puisque pour le Louvre, il va proposer 7 projets, dont un avait 3 coupoles ovales, ouverts en toiture. Pour Versailles, le premier projet aurait là aussi des coupoles ovales, que Colbert refuse parce qu'il déteste les coupoles ovales. Voilà. Alors, l'autre nouveauté, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on passe d'un bâtiment de double épaisseur, eh bien, la chambre, qui était de tradition centrée face à une cheminée avec des vues sur le jardin et sur la cour, eh bien, le lit pivote, il n'a plus qu'une seule vue, et par contre, il va, dans une alcôve, finalement, dégager un espace carré au devant qui va permettre des compositions symétriques. Et on verra que les appartements de Vaux-le-Vicomte sont sur ce principe-là. Donc, lorsque je vous disais tout à l'heure il y a une petite ambiguïté lorsque l'on dit que le grand siècle, c'est le siècle de Louis XIV, puisque au moment où il va monter sur le trône, Vaux-le-Vicomte est achevé ou quasiment achevé. Ce qui est extraordinaire à Vaux-le-Vicomte, c'est que finalement, en l'espace de 7 salles, cabinet, chambre des Muses, chambre d'Hercule, grand salon, bibliothèque, chambre du roi, en l'espace de 7 pièces, le style change et on arrive ici à ce qu'on appelle le premier style Louis XIV. Ici, les 2 pièces de l'appartement d'apparat de Fouquet sont faites de peinture en trompe-l'œil sur des stucs. Tout ça étant rapporté par Lebrun après un séjour de 3 ans en Italie. Il avait commencé l'hôtel Lambert avec Fouquet, avec Levaux, et il interrompt le chantier pour venir à Vaux, mais les techniques sont celles de peinture en trompe-l'œil sur une partie totalement lisse. C'est ce qui était prévu aussi au plafond du grand salon, mais les murs, eux, sont déjà pourvus de décors en stuc très riches, en volume. Puis on arrive dans la bibliothèque, où là, cette fois-ci, il n'y a plus rien en relief, toutes les moulures sont vraiment en stuc, et avec une dominante blanc et or, et on arrive enfin à la chambre du roi, où là, cette fois-ci, les stucs sont en équilibre, c'était d'une finesse extraordinaire, et la dominante, or, blanc, argent. Et ça, tout Versailles sera entièrement décoré de cette façon. Et donc finalement, à partir d'une pièce, somme toute classique pour l'époque, parce que finalement les maisons de campagne avaient toujours un peu de retard par rapport à la mode, au dernier cri qui était à Paris, mais là ce n'est pas une nouveauté, le vrai style naissant est ici. J'en ai pour 5 minutes. Voilà le détail du grand salon. Voilà le projet qui était prévu. Une fois qu'il est accepté par Fouquet, il est développé par l'atelier Lebrun. Ces dessins sont au Louvre. Ils ne seront jamais mis en œuvre à Vaux-le-Vicomte. Même pas une amorce de dessin. Si le grand salon avait été fini, il aurait eu
densité de couleurs et d'or, comme la galerie d'Hercule à l'hôtel Lambert. On voit que les stucs sont peints, le plafond aussi, les boiseries. Voilà donc l'état existant et voilà le projet. Un projet... Michel de Monchy est là ? Voilà. Bon, un projet qui est toujours d'actualité, puisqu'on m'a chargé en 2006 d'imaginer comment réaliser le plafond de Lebrun dans Vaux-le-Vicomte, évidemment sans le peindre sur le projet, sur le plafond existant, mais en trouvant un support extrêmement léger en fibre de lin qui sera nécessaire de rentrer en tranche vu la taille des portes et sur lequel on pourrait projeter, c'est-à-dire avoir une exposition temporaire ou pas, mais très didactique et qui serait un écran extraordinaire. Voilà la maquette du projet qui est là-haut à l'atelier. Et voilà finalement l'achèvement quasi total du domaine, même si il y a des petits détails qui pourraient nous échapper. Voilà les grilles, arrêtées d'un jour à l'autre. On a demandé à tout le monde de poser le crayon et de reprendre sa vie ailleurs. Donc les termes qui composent les grandes grilles n'ont pas été achevés. Ce dessin est resté au Louvre, puisque Fouquet est arrêté le 5 septembre 61 et jeté en prison jusqu'à la fin de ses jours. Vaux-le-Vicomte reste pendant 15 ans une bataille judiciaire entre Madame Fouquet, qui va essayer de le récupérer, moyennant l'abandon de toutes les créances, de tous les ouvriers, de tous les gens qui réclamaient de l'argent. Et voilà. Et ça, c'est une petite vue virtuelle de ce qu'étaient les jardins à l'époque. Il n'y avait pas d'if qui encombrait énormément le regard. Et petit clin d'œil maintenant, à gauche, le canal de Versailles, Vaux-le-Vicomte à droite, Chantilly à gauche, Vaux-le-Vicomte, Vaux-le-Vicomte et Drottningholm en Suède. Vous voyez à quel point Vaux-le-Vicomte est devenu très rapidement un modèle. Un modèle en architecture, le projet du Bernin pour la terminaison de la cour carrée, qui reprend complètement la coupole, les pancos, les pavillons d'angle, un projet de maison de plaisance par Blondel, où on retrouve une coupole, un copier-coller, le palais Alenghin à Saint-Pétersbourg, qui s'apparente peut-être davantage au Rincy qu'à Vaux-le-Vicomte, mais qui quand même a une coupole centrale avec des thermes et des colonnes, des pilastres, l'hôtel de Selmes sur la Seine, le Champ-sur-Marne, trou de mémoire, je sais plus, en Lorraine, Lunéville, et un petit pavillon à Munich, baroque, là aussi, trou de mémoire. Chose assez intéressante aussi, un projet qui s'est fait en 4-5 siècles, non, 3 siècles. École militaire, l'axe, le jardin, etc. On voit à peine la tour Eiffel, mais la rivière et la remontée vers une patte d'oie, comme on trouve derrière l'Hercule à Vaux-le-Vicomte. Ça peut faire sourire. Il y a quand même des similitudes très intéressantes, même si l'école militaire était une campagne de travaux, les jardins une autre, les trocas une autre. Mais quand même, je trouve qu'il y avait quelque chose à dire. Washington, avec avec sa coupole, le Capitole, merci. La même chose, des grands axes, une perspective, la rivière au bout. On peut retrouver quand même que le projet de l'enfant, puisqu'il s'appelait l'enfant, avec quelques inspirations. Et puis là, c'est le petit dernier clin d'œil. Même aujourd'hui, pour faire venir les visiteurs, on trouve les parterres des fleurs et le Mickey, chacun le sien, Versailles. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai ? Voilà. Merci beaucoup. Oui, mais merci tout d'abord pour cette magnifique conférence. C'est vrai qu'on est très frustrés, du coup on comprend qu'on aurait pu la décliner sur plusieurs séances. Malheureusement, voilà, les formats ne l'ont pas permis. C'est vrai que, enfin, c'est dans ce travail d'archéologie, enfin moi ce qui m'a le plus fasciné dans votre travail, c'est ce travail de reconstitution et le choix notamment que vous avez fait de faire parfois ces dessins qui prêteraient presque
je dirais pas confusion, mais parce que vous avez fait le choix finalement d'épouser la même forme de dessin que les dessins de XVIIe siècle, et je trouve que c'est un choix qu'il fallait quelque part assumer et qui permet justement complètement de rentrer dans cette fabrique du projet, dans la manière dont ce projet s'est construit. C'est vrai que je m'interrogeais un peu sur la manière dont vous avez procédé, enfin sur les matériaux surtout avec lesquels vous avez travaillé, qui sont, j'imagine, à la fois évidemment du texte et tout le matériau visuel. Ouais. Bonjour, merci, c'était très intéressant. Moi, je voulais savoir ce qu'il en était du financement, combien au total ça a coûté et où ils ont trouvé l'argent. Alors, vous donnez des prix, si je vous donne des prix en livres de l'époque, ça n'a absolument aucun sens, donc c'est très compliqué. On peut simplement comparer, et ce qui est comparable, c'est-à-dire là aussi ça devient un petit peu difficile, parce que comparer Vaux-le-Vicomte à quoi? À Versailles, enfin bon, voilà. Alors, le contrat qu'a signé Levaux était un contrat de 600 000 livres, ce qui était bien en dessous de la plupart des autres projets, et qui a été payé au fur et à mesure de l'achèvement du gros œuvre, parce que Levaux s'occupait du gros œuvre, c'est-à-dire des premiers terrassements jusqu'à la livraison de la coque, finalement, pour que Lebrun, lui, y mette les boiseries, les plâtres, etc. Les vrais floués de l'histoire. Parce qu'en fait, Fouquet n'a jamais payé. En 2 mots, il n'a jamais payé. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a arrêté. Donc, de toute façon, il n'a pas pu payer. Donc, ceux qui se sont fait vraiment avoir, c'est les décorateurs. Et c'est eux qui vont poursuivre Madame Fouquet pendant 25 ans. Et on a toutes les lettres disant, moi, j'étais le doreur de la chambre, le machin, j'ai dépensé tant. Il est inconcevable que Levaux ait continué s'il n'avait pas été payé. Donc, on peut considérer que les 600 000 livres ont été payés, mais on s'aperçoit au moment du procès, d'abord, Vaux-le-Vicomte n'a aucun poids dans le procès de Fouquet. Rien. C'est pas du tout ce qu'on cherche. Mais ils sont quand même un petit peu posé des questions, et le procès a commis là des erreurs en comptabilisant 2 fois. Parce que quand Levaux demande 600 000 livres, c'est pour payer aussi les matériaux et tous les maçons, enfin les villes d'eau et tout ça. Mais le procès va lui dire, regardez, c'est 600 000 livres pour vous, donc il y en avait aussi 600 000 pour ville d'eau. Donc évidemment, on a fait monter la facture, et là, on a commencé à dire, oui, mais à ce prix-là, Monsieur Fouquet, où avez-vous trouvé l'argent? Or, les 600 000 livres, il a été, d'abord, il a eu l'héritage de son père, l'héritage de sa première femme qui est morte très jeune, et donc il y avait, et je vous ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure de son évolution dans sa carrière, il finance des travaux plus ou moins importants. Alors, on va pas dire que Fouquet est tout blanc. Le principe de finance du XVIIe siècle est un peu obscur, puisque le financier a toujours les caisses chez lui. Alors voilà, après, est-ce que c'est un homme droit ou pas? Il y en a pas mal d'autres que lui qui n'étaient pas aux finances, et que voilà. Bon, le plus grand voleur de tous les temps étant Mazarin, ça c'est incontestable. Donc vous donnez le prix final de Vaux-le-Vicomte, on ne peut pas. On sait ce que l'équipe Levaux, les jardins, mais tout ce qui est tout le décor, on ne sait pas. Oh mais Versailles, c'est 40 fois de ça. Mais Versailles, c'est déjà, pour Louis XIV, c'est 45 ans de chantier. Louis XIV n'a jamais vécu autrement qu'avec des bruits de chantier autour de lui. Jamais. Partout. Voilà.